Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker, l'ami beau gosse, l'ami qui nous a mis un petit... Ah, il y a un autre beau gosse qui vient ici. Et c'est le chat de la voisine, hein, pour info. On est là pour les news ciné et séries. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec toi, monsieur. Je sais pas pourquoi tu viens comme ça. Et, et du coup, mon cher Ker, qu'en est-il de ce petit point pognon? Bonjour à toi. Bonjour à toi mon cher Greg, bonjour à tous. Oui, on va commencer tout de suite cette vidéo news. Déjà par vous dire que si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, on ne le dit pas assez. Et il faut le dire sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez être à nos côtés, voilà. Et on va partir tout de suite sur le point pognon, le point box-office bien évidemment. Et mon cher Greg, il y avait ce week-end un film qui était un peu plus gros qu'on va dire les précédentes sorties de ce début d'année 2026. Et c'est Scream 7, alors on est très loin encore d'un blockbuster bien évidemment, mais le 7e épisode des aventures, hein, de Neve Campbell mais aussi de Ghostface, a réalisé un très gros démarrage aux États-Unis avec 63 millions de dollars, c'était au-dessus des attentes, et c'est d'autant plus étonnant que les estimations en fait était revu à la baisse dans les dernières heures avant sa sortie, puisque les critiques étaient absolument catastrophiques. Et visiblement, le public n'en a eu cure, puisque donc Scream 7 démarre fort bien avec plus de 66 millions, comme je vous l'ai dit au moment de son premier week-end, plus de 100 millions au total pour le film, qui est porté donc cette fois donc par Neve Campbell. Il y a Courtney Cox aussi, mais il y a aussi Isabelle May dans le film. Isabelle May, vous l'avez très probablement vu, si vous avez vu cette excellente série, dans 1883. De Yellowstone, dont on parlera plus tard dans cette vidéo ou dans la prochaine vidéo news, puisqu'il y a quelques petits trucs à dire sur Yellowstone en ce moment. Le deuxième, c'est GOAT, le film d'animation donc sur le basket produit par Stephen Curry, qui... continue son petit bonhomme de chemin avec 73 millions de dollars aux États-Unis et 131 millions de dollars à travers le monde, des retours positifs, et notamment, mon cher Greg, toi qui l'as vu, t'en penses quoi ? Eh bien, mon cher Ker, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper chouette. Alors, je suis allé le voir avec mon fils, qui est fan de basket, qui vient d'intégrer l'équipe de son club, qui est du coup hyper chaud sur tout ce qui est basket. De le voir avec lui, c'était pile le bon âge. Franchement, c'était un bonheur. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir GOAT si vous avez des enfants en bas âge. C'est hyper chouette. Pour les adultes, c'est très enfantin quand même. Et alors là, mon cher Greg, on va passer donc au classement mondial de ce box-office 2026, puisque les films chinois, ça y est, les chiffres sont officiellement intégrés dans les classements de box-office américains, des sites les plus sérieux comme IMDb Pro, etc. Et donc on a plus Hurlevent, le film avec Margot Robbie et Jacob Elordi en tête, puisqu'il est lui à 194 millions de dollars, avec un film chinois a fait bien mieux, c'est Pegasus 3, qui a fait 369 millions de dollars pour l'instant. Donc le marché chinois, ça va bien. Le troisième, c'est un autre film chinois, Blades of the Guardian, 168 millions. Le quatrième, c'est un autre film chinois, Scare Out. Voilà. Et le cinquième, c'est un autre film chinois. Ce qui veut donc dire, mon cher Greg, que là maintenant, tout de suite, alors ça sera bien évidemment pas le cas à la fin de l'année, puisque vous savez que cette année, il y a des mastodontes. Mais pour l'instant, nous sommes donc début mars, et dans le top 5 des plus gros succès de l'année, il y a 4 films chinois. La conclusion, c'est quoi ? C'est que dans le contexte actuellement de consommation du cinéma, ça consomme bien en Chine, et du coup, les recettes là-bas sont au beau fixe. Donc forcément, les films chinois montent dans le classement. 6e GOAT, 7e Scream 7, 8e Send Help, le film de Sam Raimi qui aurait mérité mieux. 9e, 28 ans plus tard, The Bone Temple, qui aurait, mais alors, tellement mérité plus. D'ailleurs, j'ai donné mon petit avis sur Letterboxd, si vous voulez, c'est YGKer. J'essaie toujours de convaincre l'ami Greg de nous rejoindre là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. L'année est calme. En France, Marsupilami continue de rouler sur tout le monde. Scream 7 s'est glissé à la 2e place. Donc voilà, mon cher Greg, pour ce point pognon. Et je pense que l'actualité qui suit risque d'être
plus passionnante que ce point pognon légèrement mollasson. Mais est-ce que c'est pas un des plus mauvais démarrages d'année depuis très longtemps ? Si. Je pense que alors ça en parle déjà, mais je pense qu'il va y avoir une. Mais le contexte est absolument pas du tout favorable à un déplacement du public dans les salles. En France, on n'est pas trop concerné par ça, et le fait que Marsupilami soit là aide beaucoup, hein, franchement, faut le dire. En Chine, ça a l'air de rouler peinard, mais aux États-Unis, ça a l'air très compliqué. Et compliqué pour des raisons contextuelles, bien évidemment, mais aussi par la programmation, hein, sur ce début d'année 2026. Il n'y avait pas de gros films avant début avril et Super Mario Galaxy. On verra vraiment comment vont les salles quand on aura dans les salles les mastodontes. Si les mastodontes remplissent, on verra. Mais là, par exemple, tu vois, Goat aurait pu quand même, à mon sens, faire vraiment plus. Il n'y a pas de film d'animation là. Mais après, on n'est pas en période de vacances non plus aux États-Unis, donc. Moi, j'ai plus pris mon pied à aller voir Goat que de Zootopie 2. Hein. Je pense que. Et mon fils, hier, je lui disais alors, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères Goat ou E.T. Il me dit Goat. J'ai dit est-ce que tu préfères Goat ou son film préféré d'avant qui était Le Géant de Fer ? Il me dit Goat. Il l'a mis en top 1 de ses films préférés. Donc ça montre bien qu'il y a un engouement. Après, un enfant, tu lui demandes dans 2 semaines, il va te dire un autre film. Oui, c'est ce que faut pas l'oublier. Dire. Mais tu sais que moi, tous mes films préférés dans mon enfance, ça devenait celui que j'allais aller voir. Donc c'était déjà mon film préféré avant que j'aille le voir. Et ça l'était forcément après. Et il me fallait quelques jours pour me dire... ouais, non, en fait, le Cobaye 2, par exemple, ne peut pas être mon film préféré. Ça n'est pas possible. Revenons sur Terre. Oui, j'avais vu le Cobaye 2 aussi là-bas. Ah, pareil. À toi, mon cher. Pareil. Oh là là, on a vraiment des anecdotes horribles. Et oui, mais au final, ça a changé avec Jurassic Park. C'est ça la fin de l'histoire. Non, c'est ça qui est dingue, c'est que Jurassic Park était avant. Tu veux dire qu'il y a quand t'étais enfant, il y a un moment t'as dit je préfère un autre film. Dedans, tout ça c'est après. Oui, mais tout de suite je revenais à la raison. Je me disais non, bien sûr que non. Mais Independence Day, Mars Attack, tu vois, t'as tous ces films là qui ont des films qui ont marqué mon enfance parce que je voulais vraiment les voir au ciné. Batman et Robin. Non, par contre Batman et Robin, je suis pas sorti de la salle en disant c'est mon film préféré. Mais tu me disais que quand t'avais 10 ans, donc quand t'étais sorti Fenêtre sur cour. T'avais quand même dit que c'était un de tes films préférés. Il y avait eu la première adaptation de Godzilla quand t'avais 6 ans. Oui. Et Georges Méliès. Voilà. Le Méliès, le voyage de la Terre à la Lune, que t'avais adoré. Tu ça, disais que t'arrêtais pas de dessiner comme ça. Mais j'étais déjà étudiant. Ah bon, ça c'est un peu après. Du coup, mon cher Kerr. Là, les petits jeunes, ils sont complètement perdus. Alors, parlons d'un de tes films préférés. Qui s'appelle Iron Sky. Iron Sky, eh bien, les producteurs viennent d'annoncer... De quoi ? Non, je connais, mais j'ai pas vu. Donc, c'est une trilogie, je crois ? Je sais pas. Je crois que j'ai vu que le premier. Et c'est donc des nazis qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont cachés sur la face cachée de la Lune. Et donc ont décidé de partir à l'attaque. Eh bien, là, tout de suite maintenant, les producteurs ont dit qu'ils revenaient avec une nouvelle trilogie qui s'appellera Deep Red et où ce seront des communistes qui se seront cachés sur Mars. Voilà, donc c'est vraiment des films entre... Je sais pas s'ils ont fait exprès, Greg, mais Mars, ça s'appelle la planète rouge. Ouais. Si c'est pas fait exprès, le hasard est dingue. Ah, c'est sans doute un coup de chance. Et donc, passons de l'Empire rouge de la planète Mars à Tony Gilroy et son empire très lointain de Andorre, où il dit que il peut enfin parler de manière plus libre après la sortie de Andorre. Il avait des conditions de discussion avec Disney, et lui ont dit qu'il n'avait pas le droit pendant toute la promotion d'utiliser le mot fascisme pour parler de sa série. Tout le monde a été très largement médiatrainé pour ne pas parler jamais de ça. Et il explique que lui n'a pas voulu du tout faire le moindre parallèle avec des faits modernes. En fait, ce qu'il a voulu, c'est de voir la montée du fascisme
les gens qui se font embrigader dans certaines conceptions politiques et qu'en fait toute ressemblance possible avec des faits réels est complètement fortuite. Voilà, donc petite interview que je trouvais marrante et il explique également que il n'a aucune animosité contre Dave Filoni, parce que pas mal de gens ont dit qu'il y avait une tension entre eux et que ça allait poser des problèmes sur la suite. Il a dit qu'au contraire, qu'il avait hyper hâte de voir Mandalorian à la suite, et que Dave Filoni était connu en interne pour pouvoir prendre des risques, et il espère que ça continuera avec la franchise Star Wars. Ce petit Tony Gilroy qui pour moi a fait le meilleur. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le meilleur contenu Star Wars depuis la première saison de Mando? Je pense que de loin. Hein. Bah, Andorre, c'est le meilleur contenu Star Wars, non? Moi, je préfère la première saison de Mando, mais c'est le cœur. Et le contenu Star Wars, voilà, en effet. je préfère 1, 2, 3, 4, 5, 6 à Andorre. Mais j'adore Andorre. Et puis Andorre, saison 2 est exceptionnelle. Bah, puisque tu parles, mon cher Greg, de Mando, je vais réagir. Alors ça sera du coup la question des auditeurs de la semaine, mais parce que vous avez fait plusieurs des remarques sur la vidéo Star Wars et vous avez dit mais The Mandalorian ne peut pas marcher parce que l'audience de la série est trop faible. Eh ben, c'est une excellente remarque et du coup j'ai potassé dessus cette semaine. C'est très compliqué, hein. Vous verrez, j'ai aucun chiffre, rien de très concret et absolu, puisque dans les faits, vous le savez peut-être, mais les calculs d'audience aujourd'hui sont vraiment compliqués entre les différents sites qui proposent des chiffres qui sont pas d'accord, etc. Et surtout, le fait que les plateformes ne sont pas transparentes sur les audiences et ne communiquent pas sur les audiences, et notamment sur les audiences sur la durée, puisque Mando saison 1, si on vous dit que à la fin du premier mois, elle a fait tant de vues, ben, ça n'a aucun sens de reprendre ce chiffre-là. Aujourd'hui, il en a fait beaucoup plus. Mais après moult recherches sur différents sites, regarder un petit peu les audiences de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3. Déjà, on peut constater que l'audience s'effrite bien évidemment de saison en saison, ce qui est normal, puisque peu importe la série, il y a une grande partie du public qui ne revient pas après un visionnage de saison 1 sur une saison 2. Qu'il y a des éléments qui sont complètement invérifiables, comme par exemple sauf le pour piratage. On rappelle que... Pardon ? Sauf pour The Pit. Alors The Pit, oui, il y a une transparence mais hebdo, mais le problème c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes ont vu la saison 1 par exemple. C'est-à-dire, on a les chiffres de diffusion de semaine en semaine, qui sont très très bons d'ailleurs. The Pit est une des séries les plus regardées actuellement. Mais ça reste très très compliqué, puis... Ils annoncent, mais ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent. Donc, reprenons l'exemple quand même de Disney qui avait dit que je sais plus quelle série, je crois que c'est The Acolyte, faisait vraiment partie des meilleures audiences de Star Wars cette année. Oui, bah, il y avait eu 2 ou 3 séries, donc en effet, elle est top 3, quoi. Donc, chapeau à elle, félicitations. Donc voilà, mais alors, globalement... En plus, avec le piratage, parce que l'année de la sortie de The Mandalorian, il y a eu The Mandalorian a été annoncé par les sites pirates comme la série la plus téléchargée de l'année devant GOT. Donc, il y a des... Mais le problème, c'est qu'on peut pas savoir. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le piratage, on estime que c'est 5 à 20% des gens, vous voyez, la fourchette est absolument dingue, 5 à 20% téléchargent une seule fois dans l'année, au minimum. Donc, en fait, on ne sait rien. Ne téléchargez pas d'ailleurs, bien évidemment, parce que c'est illégal. Donc voilà, mais le truc, c'est qu'en faisant un peu tous les calculs, il y a tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la saison 1 aurait été suivie par une fourchette aux alentours de 80 millions de personnes à travers le monde pour la série The Mandalorian. Si on regarde par rapport au coût d'un billet et au fait que ça va être dispatché un peu partout sur les marchés, pareil, c'est très compliqué de savoir. Mais globalement, on peut s'accorder à dire que avec le public de The Mandalorian, qui a donc vu au moins un épisode, la série ne permettra pas au film d'atteindre le milliard. Donc du côté de Disney, il y a grosse inquiétude parce que forcément, on est plutôt aux alentours de 800 millions. C'est une fourchette, hein, ça peut être plus, moins. C'est une fourchette, c'est vraiment très compliqué. J'avance pas de chiffres, je ne peux pas essayer de votre côté, vous verrez,
Ça va être une galère. Mais par contre, j'ai passé un super moment à chercher toutes ces infos. Et le truc, c'est que du côté Disney, donc on est globalement... On n'a pas d'énormes attentes sur The Mandalorian and Grogu parce qu'il faudrait que soit tout le monde y aille pour approcher du milliard, soit qu'il y ait énormément de gens qui n'aient pas du tout vu Mando, qui y aillent. Il y aura énormément de gens qui n'ont jamais vu la série, qui vont aller voir le film Star Wars. C'est juste pour le plaisir d'aller au ciné, juste pour le plaisir de voir du Star Wars, juste parce que ils accompagnent quelqu'un, etc. Enfin, ça va faire beaucoup de monde. Mais pour l'instant... Les scénarios milliardaires sur The Mandalorian and Grogu sont plutôt très pessimistes. Et mon cher gars, j'enchaîne avec une news. Alors c'est plus un constat un peu d'éléments qui m'étonnent. C'est des grosses sorties qui passent complètement. Alors pas sous les radars du public, et Greg vous le confirmera dans quelques secondes, mais médiatiquement, sur les réseaux sociaux. L'exemple que moi j'ai, c'est en tant que Français, c'est Scrubs. J'en ai parlé il y a 1 ou 2 semaines dans les news. J'attends, puis là je me dis, mais quand sort Scrubs ? C'est sorti en fait. Il y a déjà le premier épisode de la nouvelle saison qui est sorti. Je n'ai rien vu passer dessus, rien. Ça va être paradoxal avec ce que va dire Greg dans quelques secondes, mais mine de rien, j'ai dû aller chercher, tu vois, des extraits et tout, parce qu'en plus, a priori, ça n'est pas sorti légalement en France. Pour l'instant, ça sera sur Disney+, plus tard. Et le truc, c'est que... alors moi, j'ai vu quelques extraits, donc c'est très drôle de voir JD, par exemple, beaucoup plus vieux. Ça met un coup, hein. Franchement, JD, vieux, là, ça met un autre coup, tu vois. C'est comme quand on a passé les 40 ans. Donc voilà. Mais il n'y a pas que ça. Là, aujourd'hui, nous avons la sortie en France du film The Bride, de Maggie Gyllenhaal, avec Jessie Buckley, qui est actuellement donc la grande favorite pour les Oscars, et Christian Bale. Alors, le film, apparemment... n'est pas bon, mais quand même, c'est un film de Christian Bale, là, qui sort maintenant tout de suite. Mais littéralement, j'en ai pas entendu parler. C'est-à-dire que nous, au ciné, on n'a même pas eu les affiches promo, rien. On n'a rien eu sur The Bride. Et l'autre dernier élément, c'est le film Amazon, donc The Bluff, qui a été poussé, hein, pourtant. Il y a eu des bandes annonces, etc. Ils ont essayé et puis là, le film est sorti. Alors, je crois que ça s'appelle La Falaise en français. Déjà, ça donne trop envie d'aller le regarder, ou un truc du genre. Et donc, c'est un film avec Priyanka Chopra Jonas, donc qui n'est pas une inconnue et qui a déjà travaillé sur plusieurs projets, notamment avec Amazon, mais c'est aussi avec Karl Urban, donc de The Boys, notamment, et puis du Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est un film avec des pirates et tout, sorti le 25 février. Je n'ai pas entendu parler depuis. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est mon impression. Alors, il y a aussi un autre élément. Hein. C'est l'actualité qui est complètement dingue. Ça fuse dans tous les sens. Bien évidemment, il y a moins de place pour ce genre d'informations. Et puis, voilà. Mais ça m'étonne quand même, ce genre de choses. À toi, mon cher. Mais parle-nous de Scrubs. Mon cher Kerr, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, ce que je retiens, le premier truc, c'est peut-être, ma première supposition, c'est que la Picardie est une zone sinistrée où plus personne ne veut faire de publicité. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est ma première explication. Alors, je ne m'informe pas avec les panneaux publicitaires qu'il y a le long des champs, donc c'est peut-être pas la conclusion qu'on pourrait trouver en premier. Mais Scrubs, alors ? Il y a... alors, il faut bien dire que tu parles des panneaux publicitaires qui sont le long des champs. Malheureusement, en fait, il y a eu des grosses campagnes où des gens, tu sais, ont tondu des champs pour que ça soit vu, la publicité soit vue du ciel. Ce qui est oui. C'était pas pour du la tout promo bien du pensé, film Signe. soyons. Parce que quand t'es en voiture, tu vois pas. Tu vois pas bien. Donc c'est peut-être une erreur. Là, une erreur lorsque picarde. c'est le Tour de France. Bon, Scrubs. Donc ça c'était ma première supposition. Pour Scrubs, effectivement, diffusé sur ABC aux US, ils ont fait 11,4 millions de spectateurs sur le premier épisode retour. Ce qui m'a surpris parce que en live Scrubs, ou en c'était plus 24 plus une semaine. Non, pas à une 5 semaine, jours. c'est pas possible. À 5 jours. Oui, c'est correct. Mais non, mais ouais, franchement, c'est correct. Scrubs, c'était vraiment actuel, un gros succès. Moi, j'ai pas le souvenir que Scrubs, c'était un gros carton. Ils font plus d'audience là qu'à l'époque, proportionnellement, non ?
Ah oui, mais le truc de Scrubs, c'est que c'est devenu une série culte comme The Office, c'est-à-dire que lorsque elles étaient diffusées, il y avait un petit public, et puis c'est devenu culte au fil des années. Mais par exemple, The Office, c'est pas du tout un énorme succès quand elle est diffusée. C'est pas le sitcom la plus regardée sur la télé américaine. Il y a eu des menaces d'annulation. Et pourtant, un paquet d'années après, c'est la série la plus regardée dans le monde sur Netflix. Donc, mais c'est très chouette ça comme histoire. Et pour Scrubs, c'est pareil. Le seul problème de Scrubs, c'est que les dernières saisons ont été absolument catastrophiques, que les gens craignaient beaucoup ce retour. Et moi, j'ai dû voir 4-5 extraits, et dans les 4-5 extraits, j'ai vu que des nouveaux personnages, en l'exception de J.D. Turk. Bon, il y en a d'autres qui reviennent, mais apparemment, la série est quand même très très focus sur les nouveaux personnages, ce qui n'est pas ce qu'on avait envie de voir avec Scrubs. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est juste JD, Turk et tous les autres, Carla, etc. Enfin, on verra. Moi, je suis très content de retrouver Scrubs, ça c'est sûr. Dans le contexte actuel, c'est rien qui font rire, c'est cool. Donc voilà. D'ailleurs, alors là, Greg, il faut que je reparle de Shrinking, si tu me le permets. Mais la nouvelle saison de Shrinking, Harrison Ford, mais c'est un récital, hein. Là, il donne tout, hein. Chaque épisode avec Harrison Ford, c'est un récital. Et attention, ils se sont dit, non mais comme il a Parkinson dans la série, Harrison Ford, eh ben nous allons donc parler de cette terrible maladie, et on va mettre à l'écran un acteur très célèbre qui est atteint de cette maladie, que nous n'avons pas vu depuis des années, qui est Michael J. Fox. Toutes les apparitions de Michael J. Fox, mais c'est du caviar. Elles sont tout le temps avec Harrison Ford, mais t'es là en train de regarder, tu te dis, oh, Indiana Jones discute avec Marty McFly de trucs en plus qui sont extrêmement sérieux et touchants, parce que je pense que tout ce que dit Michael J. Fox dans la série, c'est des choses qu'il vit lui. Vraiment, j'ai même l'impression, je me demande même si les scénaristes l'ont écrit, et si c'est pas lui qui a écrit, tu vois, ces passages. Donc voilà. Mais puis alors il y a un truc hyper méta, mais moi j'ai bugué complètement. Après je l'ai regardé en VF, ça serait hyper étonnant qu'il le fasse en VF, mais pas en VO. Mais t'as quand même Harrison Ford qui rentre dans une scène en sifflotant Indiana Jones. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Là, cette saison 3, franchement, elle est très cool pour l'instant. Et les scènes avec Harrison Ford et Michael J. Fox sont vraiment, à mon avis, précieuses. Et dans quelques années, on se dira, waouh, on les reverra et on se dira, waouh, c'était vraiment. Voilà, mon cher Greg. Du coup, je veux réagir à 2-3 trucs. Le premier, c'est, si vous l'avez pas vu, il y a eu les prix des SAG-AFTRA Awards, je crois que ça s'appelle, sur des SAG Awards. Ouais. SAG Awards qui étaient diffusés sur Netflix. Il y a une grosse partie des meilleurs moments qui sont sur YouTube si vous voulez aller la regarder. Et il y a eu un prix pour les achievements de toute la vie de Harrison Ford. C'est hyper touchant. Franchement, ça vaut le coup d'aller le voir si vous aimez bien aller regarder des trucs de Wars. Mais là, c'est franchement assez marquant. Et c'est marrant parce que Harrison Ford, qui est toujours désinvolte, en train de dire ouais, on s'en fiche. Et le truc, c'est que là, il est à deux doigts de pleurer sur scène devant tout le monde. C'est vraiment un moment très très touchant. Et un petit mot pour dire que les Césars, ça faisait longtemps que les Césars n'avaient pas fait autant parler d'eux en bien, avec des super moments du présentateur qui nous fait un bel hommage à Jim Carrey. Franchement, ce que j'ai pu voir des Césars, il y avait plein de bouts qui étaient très très chouettes. Donc c'est bien qu'ils se réveillent. Je vais enchaîner. Attends, laisse-moi 5 secondes pour un peu me la péter. Harrison Ford, sur qui je suis tombé sur Hollywood Boulevard dans les 2 heures de ma vie où j'ai été sur Hollywood Boulevard, quand même. Voilà. Avec Jimmy Kimmel. Voilà. Je connais pas cette anecdote. Tu connais pas ? Alors, je suis... Tu viens de Non, mais c'est vrai. Non, pas du tout, j'ai les photos et tout. Je les mets en ligne, aucun problème, mais je les ai déjà fait. Hein. Je suis donc sur Hollywood Boulevard que quelques heures. Je visite, je trouve un magasin incroyable, j'y passe 1 heure déjà, quelle perte de temps. Je sors du truc et je vais donc au Hard Rock Café.
Et là, le videur à café, je lui dis, mais vous voyez souvent des stars et tout. Il me dit non, jamais. Même, il me dit, même quand il y a des trucs au Chinese Theater qui est en face, on voit personne. Je dis ok, très bien, je vais parler donc avec mon pote qui est dans le Hard Rock Café. Je ressors, et là, je vois une agitation, et en face, donc je traverse. Alors, traverser le Hollywood Boulevard, c'est pas si simple finalement. Je traverse, et là, il y avait Harrison Ford, Jimmy Kimmel, quelques personnes, 2 ou 3 policiers, pas plus. Moi, je me suis mis dans la foule. Et donc, c'était pour la promo de Star Wars épisode 7. Et en fait, au-dessus du bâtiment, donc c'est la Fox qui m'allume, il me semble. Il y avait donc tout en haut, il y avait un monsieur en Wookiee, donc en Chewbacca, qui voulait sauter donc du truc, je sais pas quel était le sketch. Et donc il y avait Harrison Ford et Kimmel, mais littéralement comme ils étaient dans la rue, en fait, les passants passaient à côté, enfin j'ai pas vu de passants. Et mais je suis passé à 50 cm à peine d'Harrison Ford et de Kimmel qui étaient en plein tournage. Hein. J'ai des photos qui sont complètement dingues. Donc j'ai été trop content, je me dis, mais attends, je tombe sur une seule personne. Alors Kimmel, était connu. En plus, c'est marrant, Kimmel, j'avais regardé une rediff de son émission à Seattle la veille, ou 2 jours avant. Donc du coup, c'était rigolo, mais Harrison Ford, je me suis dit, bah, c'est dingue, quoi. C'est Indiana Jones, c'est Han Solo. Dans quelques années, il fera Shrinking. J'étais là, waouh. Non, ça, je l'ai pas dit. Et il était plus grand ou plus petit que toi, pour voir si c'est vrai? Ça, de ma taille, à peu près. C'est bien faux. Harrison Ford fait 1m40. Ah non, mais attends, 1m40. si t'as un doute, je te montre les photos tout de suite, il n'y a aucun problème. Hein. Harrison Ford fait 1m40. Tu l'aurais su tout de suite si tu l'avais vu. Non, il est pas grand. Par contre, on le voit dans le Shrinking. Après, il a côté de Jason Segel. Par contre, je suis preneur des photos. Ouais, et donc, t'es comme ça derrière eux. Je les ai partagés à l'époque. Hein. Ou de quoi t'es comme ça avec eux, tu les je mets les bras je me autour demande du si cou. j'ai fait un selfie. Ouais, je pense que j'ai dû en faire un quand même. Ouais. Et tu sais que personne m'a empêché de circuler. Je suis passé plusieurs fois et tout. En mode, désolé, moi je circule, je suis un passant. Mais non, moi j'étais juste là, attendez, wow hein. Non, j'ai bugué de ouf. Je suis retourné voir le mec de Hard Rock Café pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse un peu plus attention quand même. Parce que soit vraiment j'ai eu un bol monumental, soit lui vraiment il regarde pas trop. Et comme c'était, tu vois, le mec à l'entrée, il est quand même censé surveiller. S'il y a un Harrison Ford à peine 100 mètres, il devrait le voir, quoi. À toi. Bon, allez, on se parle du rachat de la Warner ou bon, je vous le fais vite parce on a repoussé l'échéance. Hein, on a parlé de petites anecdotes 36-15 My Life. Mais oui, là, bon, faut en parler. Bon, alors, la dernière fois, Netflix achetait Warner. Les gens du cinéma disaient oh là là, et globalement, ça s'arrêtait là. Et coup de tonnerre. Eh bien, coup de tonnerre. Du coup, c'est en fait Paramount qui va acheter Warner. J'étais à 2 doigts de vous faire le lapsus de Paramount achète Netflix. Et là, c'était le carré gagnant, mais ce sera dans 5 ans. On en parle plus tard. Attends. Si je peux juste mettre une petite pièce là maintenant et puis on en reparle dans quelques années. Moi, je mets une petite pièce sur un rachat plus tard, hein, après tout ça. Je serais pas étonné que Netflix rachète Paramount Warner. Vu ce qu'on va se dire, c'est pas foufou. En fait, ce serait pas foufou. En gros, donc, il le rachète en ayant beaucoup augmenté au pot. 20 milliards de dollars, si je me souviens bien de plus. Petite somme. C'est broutilles. C'est 2-3 champs de colza du côté de Checker. Donc, on en est à 110 milliards. Donc Paramount est beaucoup plus petit que Warner. Hein. Donc les 110 milliards, ils viennent d'où ? Ils viennent de la famille Ellison. Bon, c'est une des familles les plus riches du monde. C'est assez cohérent qu'ils mettent leurs sous. Et d'une grosse dette. Et oui, d'une très grosse dette. Alors je suis allé regarder les chiffres. Et donc d'une grosse dette, puisqu'on parle de 79 milliards de dollars de dette. Donc c'est-à-dire que sur 111... il y a 79 milliards de dollars de dette. Je veux juste rappeler ce chiffre. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu comprends, c'est en fait l'argent est pas cher quand t'es très riche. Tu peux dire j'ai des sous, donc t'inquiète, banquier, prête-moi, machin. Mais Paramount
avant d'avoir été rachetés par Skydance et les Listen, c'était leur problème. Ils avaient tellement de dettes qu'ils ne pouvaient plus faire financer des projets. Ils arrivaient à les faire financer avec des financiers chinois, et du coup, il y avait des projets qui étaient annoncés publiquement. On se souvient d'un film qui était une suite des films Star Trek, qui en fait était complètement bidon. Les acteurs n'avaient pas été contactés, rien. C'était juste parce qu'ils essayaient de faire une news publique pour avoir des financements de banquiers chinois. Donc ça avait mis Paramount dans une situation un peu rocambolesque. Et bah, ils se sont fait racheter parce qu'ils avaient effectivement plus de sous. Warner Discovery fusionne, les deux fusionnent l'un avec l'autre parce que c'est compliqué. Là, quelques années après, Warner se sépare de Discovery parce que les activités de Discovery perdent pas. Donc en fait, il y a une espèce de truc de chaise musicale, mais on a un peu l'impression que ceux qui perdent de l'argent, sauf grosse surprise, vont reperdre de l'argent plus tard et être obligés effectivement de se revendre et de refusionner. Donc quand, avec Air, on plaisante en disant Netflix va-t-il racheter Warner Discovery, Paramount, Warner Discovery, Skydance, en fait, c'est pas improbable. L'industrie audiovisuelle a l'air en panique. L'IA vidéo met en panique plein de gens qui sont plutôt dans une optique de ne plus financer de gros projets. Et là, on a les Ellison qui achètent pour plus de 110 milliards de dollars le complexe Warner Discovery. Ça paraît pas très sage. Parce que si on se dit les choses simplement, ça paraît pas très sage. Ça donne l'impression qu'effectivement, s'il y avait une explosion de contenu IA qui venait à remettre un peu, à rebattre un peu les cartes sur plein de types de grosses boîtes de production, c'est un gros sujet. Bref, donc vous l'avez compris, moi je suis un petit peu sceptique quant à ce rachat-fusion. J'entendais un humoriste américain, Noah Trevor, je crois qu'il disait qu'il demandait à un parterre d'autres anciens animateurs de télé américaine, il disait mais est-ce que vous avez le souvenir d'une seule fusion où ça s'est bien passé et il y a eu une croissance et toutes les personnes... Sangoku et Vegeta. Voilà, je crois que tu l'avais déjà fait celle-là dans une précédente vidéo et personne n'a réussi à donner un exemple, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors évidemment... Il annonce qu'il va y avoir, donc quand je dis lui, c'est David Ellison qui est en charge de Skydance, qui a piloté le rachat. Alors pour info, il annonce une direction. La direction, c'est quoi ? HBO Max et Paramount Plus vont fusionner. Alors moi concrètement, je vous parie ça valait le coup de changer le nom. Des bonnes vibes que HBO Max sera le seul à rester, que Paramount Plus sera, quand on dit fusionner, ils vont disparaître, les contenus Paramount vont juste être absorbés par HBO. Non, c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse qu'a annoncé en tout cas. Mais en fait, ils vont vouloir annoncer Paramount parce que c'est eux qui achètent. Mais dans les faits, combien de gens préfèrent la marque HBO ou Max à Paramount ? Alors Max, les gens s'en moquent, mais par contre HBO, tu as raison. Et du coup, tout de suite, Paramount a dit en annonçant la fusion des plateformes qu'il y aurait sur la plateforme du contenu HBO et que ce contenu HBO serait indépendant. Ils ont bien dit que ça serait indépendant au niveau des productions, nanani. Même Warner. Bien évidemment, c'est faux, hein, mais voilà. Même Warner, enfin, moi, mon exemple, c'est Warner, qui est quand même plus costaud que Paramount en image de marque et en contenu. Eh bien, Warner qui a dit, on va faire Max, on va faire HBO Max. Ah bah non, en fait, on va faire Max. Et au fait, mais j'ai pas dit que c'était la bonne idée. J'ai pas dit que c'était la bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi qu'HBO a une bien meilleure... Après, Paramount, c'est différent. Hein. C'est un studio qui est là depuis extrêmement longtemps aux États-Unis, très connu. Les Américains sont très attachés à Warner, Fox, Paramount, Universal, etc. Mais parce que c'est lié à des films historiques et des franchises très connues. Mais HBO l'est aussi. Donc, dans tous les cas, ni l'un ni l'autre ne peut disparaître. Là, ce qui est drôle, c'est d'avoir appelé ça HBO Max, puis HBO Max, puis maintenant, quelques mois après, dire au final, il y a fusion. Donc là, ils vont l'appeler comment ? Para HBO Mount Max plus. Je suis pas sûr de ce nom, car il est peut-être un peu... Je suis pas sûr non plus, pas ouf. Non, mais il est même un peu long. Alors,
Du coup, les chaînes principales qui sont intégrées, c'est CBS, CNN, TNT, MTV, Nickelodeon, HGTV. Ce qui propulse le groupe tout de suite en tant que leader du streaming, puisque là, clairement, on va être deuxième. Du câble aux États-Unis, du sport télé également, et de l'information, puisqu'ils vont avoir CNN et CBS. Alors, les rédactions de CNN annoncent qu'elles sont déjà en train de se préparer au rachat parce qu'ils sont très inquiets de ce rachat. La vision créative éditoriale. On rappelle que Variety avait annoncé qu'Ellison avait promis la tête de CNN s'il obtenait le rachat de Warner. Ouais, donc selon Variety, il l'a pas dit publiquement. Ouais, donc en gros, en tout cas, les rédactions se préparent, ce qui veut tout et rien dire, parce que je sais pas ce qu'ils peuvent trop faire. Ils peuvent mettre leur chaise en coin pour bloquer les portes. Là, concrètement, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils annoncent qu'il va y avoir une indépendance éditoriale entre ce qui se finance pour à destination du cinéma et des plateformes de streaming. Donc ça, pareil. C'est une annonce, je sais même pas si c'est intéressant en fait, parce que c'est pas mal d'avoir par exemple Dune, la série Prophétie, avec Dune, les films qui sortent. Donc ok. Il y a ce que lui annonce, c'est qu'il veut relancer le plus possible des grandes franchises et des grosses IP au cinéma. En lancement, donc lui il annonce vraiment beaucoup de cinéma. Les films auront une fenêtre de 45 jours. 30 films par an. En salle, exactement. Ils annoncent que ces films auront 45 jours d'exploitation salle minimum avant d'aller en PVOD. En vrai, cette annonce est hyper importante. Ouais. Moi, je donnerai mon avis après, mon analyse après, mais cette phrase-là est hyper importante. Non, mais donne-le en vidéo, pas que quand on est tous les deux. Ah, tu veux que je le fasse en vidéo? Alors, je vais le faire là, du coup. Donc, oui, c'est vrai, pourquoi pas le faire avec vous? Non, bien évidemment, j'attendais que tu aies fini, mon cher. Là, sur le truc du rachat Netflix, c'était que, pour moi, c'était purement financier. Le rachat Netflix Paramount, c'est du financier qui inclut aussi, on l'a bien vu au niveau des réactions au moment de l'annonce, un aspect idéologique. On est en 2026, on ne peut point avoir de discussion posée, donc je mets cet aspect-là de côté. Lisez par exemple Variety, et je pense que Variety n'a pas forcément la sainte parole non plus sur ce point-là. C'est une zone d'ombre qui peut susciter des inquiétudes en fonction de ce que vous pensez, ou ne pas en générer en fonction de ce que vous pensez. Moi, le seul truc qui me fait tiquer, c'est Netflix. C'est le dossier Netflix, qui est qu'en fait, Netflix, quand ils sont arrivés, c'était une évidence qui faisait peur à tout le cinéma, parce que Netflix, on sent rien au ciné. Alors qu'en fait, si vous regardez un petit peu, oui, ils sortent pas leur production, mais ils font de temps en temps des essais. Il y a eu une sortie là, par exemple, de Stranger Things, le final au cinéma aux États-Unis. Ils ont fait un peu Capable des Hunter. On sent qu'ils ont envie d'aller vers le cinéma. On sent que quand ils font venir des grands réalisateurs sur Netflix, ils les laissent bosser. Donc, c'est pas non plus trop des gros bourrins, mais ils ont fait peur à tout le monde avec l'annonce du rachat. Et Netflix, dans les semaines qui ont suivi, ont travaillé pour rassurer. Ce qui fait que c'est un peu paradoxal, c'est que au final, les distributeurs américains avaient eu des garanties. Alors, garantie, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pareil pour Paramount. Donc, ils avaient eu des garanties du côté de Netflix pour, par exemple, que les films restent donc aussi 45 jours en salle aux États-Unis, que il n'y aurait pas de films qui initialement prévus en salle qui switcheraient sur Netflix, etc., etc. On sentait que il n'y avait pas de bonne solution dans ce truc-là, mais on sentait que Netflix avait un peu rassuré. Et paradoxalement, quand il y a eu l'annonce, le seul argument que moi j'ai vu, mais du coup c'est pour ça que je dis, ça sert à rien de s'étendre dessus. De toute façon, on contrôle rien, mais beaucoup de gens disaient ah oui, tant mieux parce que Netflix avait tué le cinéma. Bon, on verra. On verra si Paramount sera autant le sauveur du cinéma que ça. Je l'espère. J'ai aucune envie que les cinémas disparaissent. Mais tu vois, la communication, elle est maligne, parce que dire nous on sort 30 films en salle, et en plus 30 films en salle, 15 par studio.
C'est regardez l'année dernière, hein. Paramount c'est 7 films, hein. Donc ils vont doubler en plus leur production, sans thune, avec une dette de ma boule. Why not? Moi je suis hyper emballé par l'idée. C'est super pour le cinéma, le monde merveilleux, les bisounours, tout, tant mieux. Les 45 jours, on verra bien aussi. Là concrètement maintenant, il y a d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus informées, peut-être un peu moins bisounours, peut-être un peu plus factuelles, notamment en travaillant dans l'industrie du cinéma, et ils ne sont pas spécialement rassurés maintenant, juste sur l'aspect sortie ciné. Tout le reste, mais juste sur l'aspect sortie ciné, là pour l'instant, personne n'est vraiment rassuré. Donc on verra, c'est un saut dans le grand inconnu. Moi je pense vraiment, et je pense que les seuls perdants, ça va être les clients, les consommateurs. Mais on verra, hein, tu sais, il faut s'adapter au monde dans lequel on vit. Hein. Peut-être qu'on n'aura plus de God, peut-être qu'on n'aura plus de DC, peut-être qu'on n'aura plus de Seigneur des Anneaux, c'est pas grave. Hein, il y a des choses qui évoluent, l'IA, l'actualité, on voit bien. Donc c'est tout, c'est la direction qu'on prend. On verra. Ça tombe, ça sera très cool. Mais on a le droit d'être sceptique. Alors, mon cher Kerr, je voudrais réagir à ce que tu dis, mais pour au mieux réagir, je voudrais rappeler les autres annonces. Donc, effectivement, moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur le cinéma. Ils ont annoncé qu'ils allaient continuer et créer plus de franchises durables au cinéma. Concrètement, ce rachat, je pense qu'il officialise, et tu vas en parler après, le film sur Aegon le Conquérant avec Warner, qui était en développement depuis longtemps, qui a eu des officialisations et tout. Là maintenant, le sujet, à mon avis, est réglé. Il va y avoir du GOT au cinéma dans les 5 ans, 5-6 ans, le temps de production du projet, parce que là, concrètement, il veut des licences. Oui, mais Paramount n'a pas encore la main dessus. Hein. Donc, Warner l'aurait fait quand même. Oui, mais mon point, c'est que là, ils recherchent des franchises. Ils veulent avoir l'équivalent d'un MCU, l'équivalent d'un Star Wars. Oui. Ils veulent en avoir plein. Bien sûr. Et du coup, mais ils vont juste reprendre le plan de Warner qui était de développer DC, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et GOT. Ils l'avaient annoncé, on en a parlé plein de fois. Mais c'est normal, hein, ils vont reprendre le truc. Why not? Ce qu'ils veulent ensuite, c'est le streaming. Ils veulent prioriser l'engagement des abonnés. Donc que les abonnés viennent et restent. Pour lui, HBO, c'est le joyau de tout le groupe et le truc qui a le plus à protéger. Donc il en a beaucoup parlé. Il a dit qu'ils auraient une indépendance créative. Leur budget serait maintenu. C'est toujours Caseblois. Alors Caseblois, on vous en a parlé parce qu'il a fait beaucoup d'interviews qui avaient eu beaucoup d'impact sur pourquoi Night of the Seven Kingdoms, pourquoi est-ce qu'il avait fait valider les différents projets de ces dernières années. Donc Caseblois est toujours, mais devient plus stratégique encore. Il veut qu'il y ait 6 milliards d'économies faites par cette fusion. Donc ça fait quand même une belle somme, et il veut réduire l'endettement du groupe à 3 fois en 3 ans. Donc ça veut dire qu'il veut faire de grosses économies. Et à ça, il répond 2 choses. Il dit, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de suppression majeure sur les emplois. Mais les analystes disent qu'il faut s'attendre à des suppressions importantes dans les groupes. Ils ont dit, la majorité des économies ne viendra pas du personnel. Ça ne veut pas dire il n'y aura pas d'économie sur le personnel. Un truc qu'il dit qui est très marquant, on verra ce que ça veut dire. Il dit être persuadé que c'est pas... Il va consolider le secteur de l'industrie audiovisuelle parce qu'il va réinventer le modèle économique du divertissement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les analystes ne savent pas ce que ça veut dire. Donc soit il est parti YOLO, soit ils ont en tête un truc type on va avoir notre IA, type Disney quoi. On va avoir notre IA, les gens vont payer pour produire leur propre contenu. C'est une supposition complète, hein. Il a rien dit sur ça. Mais en tout cas, il veut faire changer le modèle économique. Donc ça veut dire qu'il a bien conscience déjà qu'il est parti à se surendetter sur un projet qui est très concrètement, si les choses n'évoluent pas, parti pour percuter un iceberg. Moi, si maintenant je vous donne un petit peu mon ressenti sur tout ça,
Moi, j'ai peur. Enfin, je vous le dis, j'ai peur. Je suis inquiet que en fait, ce move fragilise l'industrie du cinéma dans les 10 ans de manière vraiment notable. Et que une industrie qui va déjà pas bien, on parle beaucoup d'Hollywood, mais il n'y a plus de films à Hollywood, même les exés sont en train d'en partir et tout. Alors, ça veut dire qu'il y aura plus de place au cinéma international, on le voit déjà chez Netflix, hein, il y a beaucoup de succès qui ne sont pas des succès américains, tous les ans dans les top 10, etc. Mais le nouvel Hollywood, tous ces trucs qui ont fait notre enfance, et pour toi, Kerr, t'étais déjà largement adulte, t'avais 80, t'avais déjà la quarantaine, mais le truc, c'est que c'est tout ça qui risque de passer un peu dans l'eau du bain. On va voir où ça va, mais c'est vrai que là, moi, j'ai vraiment l'impression... je sais pas si tu as vu Succession au final, Kerr, mais moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est de regarder Succession, un peu les dernières saisons où on voit les enfants du mania qui a plein d'argent, qui font n'importe quoi et qui détruisent industrie après industrie par des mauvais choix de leur part. C'est un peu le début de l'épisode que j'ai l'impression de voir là. Et c'est relou parce que effectivement c'est Harry Potter, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est plein de trucs qu'on aime bien, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, Greg. Il y a bien évidemment sur ce sujet des points qui sont extrêmement importants et qui dépassent bien évidemment juste nous, notre côté consommateur. On veut pas que vous détruisiez nos franchises qu'on kiffe. Mais je vais être honnête, hein, que ce soit un rachat par Paramount mais je serais aussi sceptique d'un rachat par Netflix. J'aurais également peur pour les franchises que je kiffe. J'aurais aussi peur de la même manière si c'était Disney, etc., etc. C'est pas rassurant. Moi, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré et tu vois là, je lis le communiqué. Alors, ok, très bien, mais je lis « Nous allons faire d'énormes économies ». Mais ne vous inquiétez pas, en produisant plus de films. Ils ont parlé de 15 films qui sortent au cinéma. L'année dernière, je viens de vérifier, c'est 7 aux États-Unis, ce que je vous disais tout à l'heure. Ils en ont sorti quelques-uns en plus sur Paramount+, ce qui est normal. D'ailleurs, j'ai vu des gens leur reprocher à Netflix de sortir des films uniquement sur la plateforme, alors que Paramount et toutes les autres plateformes le font également. C'est tout à fait normal. Ils ont besoin de contenu sur leur plateforme. Mais le truc là, c'est que l'année dernière de Paramount, elle n'est pas honteuse, hein. Loin de là, hein. J'ai pas du tout dit que sortir 7 films, c'était une catastrophe, hein. Ils ont sorti le Mission Impossible, alors ils n'ont pas eu de hit, tu vois. Mais et là, 15, c'est beaucoup. Donc ça veut dire 15, mais donc on double, mais en même temps on fait d'énormes économies, mais en même temps vous inquiétez pas, on va virer personne. On a une ligne de conduite, on a une ligne directrice vraiment bien claire, mais ne vous inquiétez pas, vous allez rester indépendant dans les productions. C'est formidable ce discours, c'est exceptionnel. Moi, vraiment, emmenez-moi avec vous. Prenez-moi par les mains, emmenez-moi dans votre monde de bisounours. Il y a bien évidemment, la réalité sera tout autre. On verra. Je veux juste réagir à ça. Enfin, faut pas oublier que les films, il y en a qui se produisent pour 200 millions de budget, il y en a qui se produisent pour 2 millions de budget. Et on en parlait Et dans les 7, il y a les deux. 2 ou 3 semaines. Et en gros, quand ils disent on va avoir 15 films, par exemple, quand il y a des films qui sont juste produits par des producteurs indépendants et qui sont achetés après et qui donc sortent sous tel ou tel pavillon, c'était le cas d'un film, j'ai complètement oublié l'actrice. J'ai complètement oublié l'actrice. Bah, dis-moi, donne-moi des indices, je vais t'aider. À Sundance, une actrice que t'aimes bien. Qui a commencé dans House, je crois. Olivia Wilde. Dr House, Olivia Wilde. Et donc par exemple, il y a le film. Et donc par exemple, il y a le dernier film d'Olivia Wilde qui a été racheté à Sundance. Il y a eu, tout le monde a fait une surenchère et tout. C'est un film indé. Donc en fait, c'est une proposition de dire ça y est, on passe à 15, qui pourrait être faite pour un peu rassurer tout le monde au moment de l'achat et pas coûter si cher que ça. Coûter moins cher que de produire une saison de Game of Thrones, quoi.
Mais Paramount a raison de faire ça. Mais je suis pas du tout en train de taper sur ce qu'a fait Paramount l'année dernière. Ils ont sorti des petits films. Mais tu vois, c'est comme par exemple le discours de dire ouais mais Netflix, ils vont rien sortir au cinéma, ils vont détruire les salles, ils vont. Ok, très bien. Paramount, c'est 7 films sortis l'année dernière, 6 qui sont sortis en France. Ah bah dire, mais il y en a un qui a disparu. Bah, ils n'ont pas sorti Roofman en France parce que c'est le film avec Channing Tatum où il est caché dans un supermarché. Bah, il n'a pas marché aux États-Unis, donc ils se sont dit bah, on va le sortir directement sur plateforme sur certains pays du marché international. Moi, je vois rien d'incroyablement choquant là-dedans, si c'est fait très ponctuellement. Mais ils le font aussi, et ils le font tous. Voilà pour ce sujet, les amis. On va pas trop s'éloigner non plus pour la dernière news. Toutes les autres news, il y en a des tonnes, on les abordera dans la prochaine vidéo news parce que sinon celle-ci va durer 8 heures et vous avez autre chose à faire. Je vais terminer avec Game of Thrones, comme le disait Greg, puisqu'il y a donc des informations sur le projet d'adaptation de la conquête d'Aegon, le Conquérant. Conquérant, qui arrive en film. On vous avait expliqué que du côté de Warner, on travaillait sur un potentiel film ou une potentielle série, et ils travaillaient un peu sur les deux en même temps. Et bien, figurez-vous que le film semble avoir pris une belle longueur d'avance, puisqu'on vient d'apprendre, notamment par le site The Wrap, que le scénariste et showrunner d'House of Cards, également scénariste de Severance, également scénariste d'Andor, donc globalement, il a écrit des trucs plutôt quali. Beau Willimon est en train d'écrire le scénario, et même plus que ça. Il a déjà fait une sacrée ébauche du scénario qui a beaucoup plu à HBO. Donc on partirait sur un film donc sur la conquête d'Aegon. Ça, il faut attendre confirmation, bien évidemment. Officialisation là-dessus. Puis juste un petit mot pour vous dire que sur GOT, la saison de Night of the Seven Kingdoms est terminée. Les audiences ont été très bonnes du côté d'HBO. On est content, tant mieux pour eux. Et il y a toutes les vidéos sur la chaîne si vous voulez aller voir notre avis sur cette excellente première saison. Petites infos sur la saison 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'infos sur GOT, je vous conseille d'aller voir. Mais voilà, la saison 2 est annoncée pour 2027. Elle se déroulera à Dorne et il y aura 6 épisodes. Et apparemment, les épisodes pourraient durer un peu plus longtemps que sur la première saison. Parce que du côté de HBO, on a communiqué sur des épisodes qui iraient de 30 à 60 minutes. Voilà, le final faisait 29 minutes. Moi, j'ai pas été gêné par la durée des épisodes, sauf sur l'épisode 4, où je pense que ça aurait pu mériter d'être un peu plus long. Mais voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la joie et la bonne humeur, respect de tout le monde. Et ça, c'est cool. Merci aussi pour les commentaires, référencement. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, appuyer sur la cloche, booster. Toujours les mêmes choses. Voilà les amis, en tout cas ce que nous sommes ravis de vous dire à chaque vidéo, c'est qu'on espère que vous allez passer une bonne fin de journée et qu'on se retrouvera très vite. Ciao.